Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. David Gilbert ici, content de vous voir, content de vous parler. J'espère que c'est partagé. J'espère surtout que vous allez bien, que vous tenez le coup dans des situations plutôt historiques. Ça ne s'est jamais vu depuis plus de 100 ans. Fait qu'on a vraiment une plateforme YouTube sur laquelle je vais partager avec vous certaines choses. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis rendu TikTok famous? Quand même 23 600 likes, plus de likes que de personnes qui vont voir un match du Canadien de Montréal en séries éliminatoires. Je me suis dit, ben, on va utiliser la plateforme YouTube. Et ben, peut-être que vous en ennuyez, mais j'ai décidé de faire des actualités, un peu comme je fais à chaque début de cours. Fait que je vais faire deux, peut-être trois vidéos par semaine pour vous parler d'actualités, pour échanger avec vous, pour vous partager certaines choses et aussi, comme par exemple aujourd'hui, pour vous lancer un défi. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis j'espère que vous allez utiliser les commentaires au bas de la vidéo dans YouTube pour partager aussi certaines choses avec nous. Puis, on va voir où ça va nous mener. Sachez aussi qu'éventuellement, ben, je vais mettre des vidéos de mathématiques parce que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'école qu'on doit arrêter d'apprendre. Et on va essayer de combiner tout ça pour avoir quand même du plaisir à travers tout ça, à travers ces temps parfois déprimants, parfois sombres, mais on doit faire du mieux qu'on peut pour rester de bonne humeur, rester positif. Puis, j'ai bien hâte de vous revoir. Je pense sincèrement que lorsque l'école va recommencer, parce qu'éventuellement elle va recommencer, je pense sincèrement que vous allez être bien content de rentrer à l'école et vous allez comprendre pourquoi vous aimez ça maintenant y aller. Fait qu'on y va. Actualité. Comprenez qu'actuellement, avec le coronavirus, le tiers de la planète est présentement en confinement. Quand on considère qu'il y a 8 milliards de personnes sur la planète, le tiers, c'est gigantesque. Et certains vivent un confinement qui est forcé, par exemple en France, où lorsqu'on sort à l'extérieur, il y a même des gendarmes dans la rue qui nous arrêtent et qui nous demandent d'avoir les raisons de notre sortie. Donc, il faut avoir une raison valable, par exemple aller à l'épicerie, aller à la pharmacie ou même aller travailler. Alors qu'ici, on a plus un confinement volontaire, quoique de plus en plus, ça s'en vient vers le forcé. Un confinement où on demande justement de ne pas avoir de rassemblement, mais on peut quand même ici encore aller prendre une marche de temps en temps. On peut aller faire de l'exercice. Au moins, ça nous permet de sortir de temps en temps. J'espère que vous le faites d'ailleurs. On vit quelque chose d'unique. En fait, ça ressemble vraiment à un effort de guerre. Probablement que nos arrière-grands-parents, grands-parents peut-être, ont vécu ça lors de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment là, spécial. Il faut juste voir le monde qui vont à l'épicerie acheter en quantité industrielle du papier du papier de toilette. Des fois, l'être humain réagit bizarrement dans les situations de crise. Puis ça, je la comprends toujours pas, le papier de toilette. Ça doit être un symbole de notre confort qu'on veut garder puis qu'on veut s'assurer d'avoir en notre possession au cas où. En tout cas. Mais plutôt que de parler de ce qui se passe avec le coronavirus ici, ça, pourtant, il faut en parler, puis je vous invite à regarder les points de presse de François Legault à 13 heures tous les jours. François Legault qui fait un travail, selon moi, extraordinaire depuis le début de la crise. Ben moi, je vais vous parler, dans le fond, du coronavirus un peu autrement. Fait qu'on va commencer au niveau sportif, parce que vous savez que je suis un amateur de sport. En fait, le coronavirus a fait en sorte que toutes les ligues sportives majeures de la planète se sont arrêtées. Pas de NHL, pas de NBA. En fait, même les Grands Prix se sont arrêtés. Fait qu'on a vraiment là une pause complète de sport dans un moment où on aurait bien eu besoin de ce divertissement-là parce qu'on est à la maison. Par contre, quand on entend parler présentement du coronavirus et des ligues sportives, c'est surtout pour montrer qu'un joueur a été testé positif, par exemple. Mais on a une ligue qui se démarque et c'est la NFL, qui, elle, ne joue peut-être pas de match, mais est toujours dans l'actualité parce que la NFL s'est rendue un sport 12 mois par année. Donc, la semaine dernière, c'était l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On a eu des échanges, on a eu des joueurs qui ont signé des contrats avec des nouvelles équipes. On a vu Tom Brady quitter les Patriots après 20 ans pour aller avec les Bucks de Tampa Bay. Et la NFL, dans le fond, se réjouit de la situation parce que c'est la seule ligue sportive qui amène des nouvelles fraîches et qui va chercher justement un auditoire assez large qui profite, dans le fond, de la situation pour s'approprier, dans le fond, toutes les parts de marché. Fait que la NFL se réjouit probablement un peu de la situation, malgré qu'il y a quand même des craintes. Le repêchage des nouveaux joueurs qui arrivent de l'universitaire devrait se faire à la fin du mois d'avril, mais on a actuellement les directeurs généraux d'équipe qui tentent de repousser ça parce que les joueurs ne peuvent même pas s'entraîner dans les universités où ils sont ou dans des centres d'entraînement avant le repêchage pour se montrer aux équipes. Fait qu'on dit que ça serait peut-être une bonne idée de le repousser
pour donner une chance justement aux joueurs de pouvoir s'entraîner, montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis permettre aux équipes de faire leurs devoirs sur les joueurs qui vont repêcher. On va voir ce que ça va donner, mais la NFL reste la seule ligue sportive importante à offrir des nouvelles fraîches au jour le jour. Ajoutons à ça que, par exemple, dans la Formule 1, on a trouvé une façon, disons, créative de faire valoir le sport autrement. Fait que, par exemple, la fin de semaine dernière, le Grand Prix du Bahreïn a été reporté, en fait annulé, mais a été quand même couru virtuellement. Fait qu'on a demandé aux coureurs d'aller sur une plateforme de jeu et chaque coureur, dans le fond, a fait le Grand Prix du Bahreïn en compétition avec les autres coureurs professionnels. Fait que ça nous a permis de voir une course F1, mais en jeu, avec les vrais coureurs qui pilotaient les véhicules. Ça a été quand même une expérience particulière. On a vu la même chose aussi au NASCAR, qui s'est inspiré de la Formule 1 à ce niveau-là. Et certains trouvent ça bizarre, mais en même temps, le e-sport qui devient de plus en plus populaire, c'est à peu près le même concept, soit de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo. La différence maintenant, c'était que c'est des athlètes professionnels qui faisaient les courses de véhicules Formule 1. Finalement, on a appris hier que les Jeux olympiques de Tokyo étaient reportés d'une année. Donc, on va avoir les Jeux de Tokyo 2021. On l'a fait pourquoi? Bien, clairement, le coronavirus fait en sorte que les athlètes actuellement ne peuvent même pas s'entraîner. Fait comment un athlète peut être prêt à des événements de qualification quand on ne peut pas s'entraîner? Je donne l'exemple, par exemple, de nageurs qui ne peuvent pas aller à la piscine. Et non seulement ça, on avait aussi des craintes par rapport au virus si jamais ça devait se tenir à Tokyo, qui est proche de l'épicentre, qui est la Chine. Fait que, on a décidé de le repousser d'1 an. Mais imaginez comment les athlètes doivent se sentir frustrés dans tout ça. Pour eux, ça doit être assez déprimant. Quand ça fait 3-4 ans que tu te prépares pour un événement comme ça, pour les Jeux olympiques, que tu mets sur la glace ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie scolaire, pour dans le fond, te donner corps et âme pour ton sport, pour faire les Jeux olympiques. Et là, qu'on t'apprend que les Jeux olympiques, bien, ça va être 1 an plus tard. Mais pour certains, c'est des impacts majeurs. Il y a certaines personnes qui ont repoussé le début de leur carrière professionnelle en se disant, bien, je ne serai pas avocat tout de suite, je vais attendre une autre année pour pouvoir me concentrer uniquement sur mon sport pour faire les Jeux olympiques. Bien là, il va falloir qu'il le fasse pour 1 an de plus. Un athlète féminine qui voulait peut-être tomber enceinte à la fin des Jeux olympiques, là, c'est repoussé d'1 an aussi. Donc, c'est beaucoup de sacrifices supplémentaires qu'on leur demande. Je sais que pour l'instant, eux, ça doit être très, très, très frustrant à vivre. Mais en même temps, ils vont quand même vivre les Jeux olympiques. Ça n'a pas été annulé complètement. Et ils vont tous avoir la chance de se faire valoir l'an prochain à Tokyo. Et on va avoir quelque chose d'assez particulier aussi, parce que les Jeux olympiques de Tokyo vont avoir lieu en juillet et août 2021. Et on va avoir les Jeux d'hiver de Beijing qui vont avoir lieu en février 2022. Donc, 6 mois d'écart seulement entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Fait qu'on va avoir, dans le fond, un blitz olympique à partir de l'été prochain. Ensuite, au niveau environnemental, la seule chose vraiment très positive du coronavirus, c'est justement la planète qui se porte beaucoup mieux depuis le début de la crise parce que justement le monde se déplace moins. Vu que tu es en confinement, ben, tu ne peux pas prendre ton véhicule tout le temps. Vous l'avez probablement vu à l'extérieur si vous avez vu les nouvelles aussi, mais il y a pratiquement plus de trafic sur l'autoroute 15, sur l'autoroute 40. Et non seulement ça, mais de moins en moins de monde prennent l'avion aussi. Donc, il y a moins de voyagement aérien. Ce faisant, on voit une énorme augmentation de la qualité de l'air à travers la planète. Par exemple, en Chine, selon le site Carbon Brief, la Chine aurait diminué ses gaz à effet de serre de 25 % dans les 4 dernières semaines. En Italie, on parlerait dans ces 4 semaines-là aussi d'une chute de 24 % des gaz à effet de serre. Et dans la région la plus frappée de l'Italie, qui est Bergame, on dit que ça serait une baisse de 47 %. Et on voit ça aussi dans les autres grandes villes européennes. Donc, par exemple, à Barcelone, c'est une diminution de 55 %, à Madrid, 41 %, et à Paris, depuis le début de la crise, ça serait une diminution de plus de 60 % en 4 semaines. C'est gigantesque. Fait que ceux qui pensent que les changements climatiques ne sont pas reliés à l'activité humaine, bien, clairement, doivent revoir leur façon de penser parce que, clairement, l'être humain, dans la façon dont il se déplace en particulier, a un impact énorme sur la qualité de l'air et nécessairement sur les changements climatiques qui sont reliés à ça. Fait que faut penser à ça. Ensuite, je vous lance un défi. J'ai décidé ça. Je vous lance un défi.
le défi est assez simple, c'est le défi de lire 200 pages par semaine. Dans les temps de confinement qu'on vit actuellement, puis Dieu sait qu'on va en avoir encore pour presque 5 semaines, certaines personnes se cherchent peut-être quelque chose à faire. Certains ont déjà peut-être commencé à lire des choses différentes, plus que le fameux roman qui a été donné dans votre cours de français ou d'anglais. La lecture, dans le fond, c'est une bonne façon de passer le temps. Et ça permet des fois de développer aussi de nouveaux intérêts, une nouvelle passion. Fait que je vous invite à lire 200 pages par semaine. Faites le calcul, c'est une moyenne d'à peu près 30 pages par jour. Fait que 30 pages par jour, j'espère que ça va vous prendre moins qu'une heure à lire. Fait qu'une heure par jour, en gros. Et puis, ce que je vais faire, en fait, pour vous inciter à faire ça, c'est de vous proposer de temps en temps, justement, certaines de mes suggestions. Fait que je vais commencer avec mon auteur préféré, qui est Michael Crichton, qui est un auteur américain qui est décédé à peu près il y a un peu plus qu'un an, en fait. Et Michael Crichton est très connu, surtout pour son livre Jurassic Park, qui a été la muse de Steven Spielberg, en fait, l'inspiration de sa série de films. Le livre de Jurassic Park est excellent, mais ce n'est pas mes livres préférés de Michael Crichton. Le premier, dans mes préférés, c'est probablement un de ses premiers qu'il a écrit, qui s'appelle Andromeda Strain, donc Andromeda, Strain, Strain. C'est particulier parce que c'est très d'actualité. C'est un virus qui frappe la planète Terre et c'est la façon dont on gère ça. La seule différence avec ce qu'on vit actuellement, c'est que le livre Andromeda, pas facile à dire, hein? Andromeda Strain, c'est un virus qui vient, dans le fond, de sources extraterrestres. Donc, c'est pas quelque chose qui vient de la Chine. L'autre chose aussi, c'est que j'aime beaucoup le livre Micro, donc M-I-C-R-O. Un film n'a pas été fait sur ce livre-là, parce que la majorité des livres de Michael Crichton ont été adaptés en film. Micro, ça n'a pas été le cas, mais c'est un excellent livre, un bon livre de fiction, où on va souvent justement prendre des nouvelles technologies puis on va les intégrer à l'intérieur. Fait que moi, c'est des histoires que j'aime beaucoup. C'est un très bon raconteur, Michael Crichton. Ensuite, j'ai parlé d'un auteur américain, fait qu'on va parler d'un auteur français, Joël Dicker. Joël Dicker, le nom vous dit peut-être quelque chose. En fait, Joël Dicker, c'est un auteur à succès français qui est quand même assez jeune, qui a connu un succès planétaire avec son livre La vérité sur l'affaire Henri Hébert. C'est un livre policier avec une fin extrêmement surprenante, avec plein de rebondissements, très bien écrit. Et suite à ce livre-là, tous les autres livres de Joël Dicker ont été des succès énormes parce que le monde veut lire ce qu'il y a de nouveau, dans le fond, à nous proposer. Sachez que c'est quand même son deuxième livre. Son premier livre parlait plus d'une histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, complètement différente, mais La vérité sur l'affaire Henri Hébert, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire ce livre-là. C'est un excellent livre et c'est un bon livre, je vous dirais, pour commencer à lire 200 pages par semaine. Tel est le défi que je vous lance. Non seulement je vous lance ce défi-là, mais si vous décidez de le relever, j'aimerais bien que sur les commentaires des vidéos qui vont venir, que vous me placiez justement peut-être le nom des livres que vous êtes en train de lire, peut-être une petite critique de votre part aussi. Ça va peut-être inspirer d'autres auditeurs, d'autres usagers à lire ces livres-là, peut-être justement à découvrir des nouveaux livres, des nouveaux auteurs. Ça pourrait être intéressant. Je termine avec une petite suggestion Netflix, parce que je sais que vous devez passer énormément de temps sur notre magnifique plateforme de streaming. Une chance qu'on a Netflix, hein, parce que imaginez si la crise avait eu lieu il y a 20 ans, où on n'aurait pas eu de plateforme comme ça, où on aurait trouvé le temps long, je pense. Fait que, suite à la crise du coronavirus, on a eu la fondation Bill et Melinda Gates, qui a été extrêmement active aux États-Unis et qui présentement travaille avec le gouvernement américain pour essayer de trouver une meilleure façon de tester les différents patients et de trouver peut-être un vaccin ou un antiviral qui permettrait de traiter le coronavirus. Jusqu'à maintenant, ils ont investi plus de 100 millions de dollars dans ces recherches-là et ils ont investi aussi 5 millions de dollars avec le département de santé de la ville de Seattle pour essayer de gérer la situation qui est, en passant, extrêmement grave dans l'État de Washington. Sachez que Bill Gates vient de cet État-là, habite là d'ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'il a décidé de mettre un 5 millions à cet endroit-là pour les aider dans la crise. La fondation Bill et Melinda Gates, mais vous connaissez Bill Gates, hein, c'est le fondateur de Microsoft, c'est l'un des hommes les plus riches de la planète, mais c'est aussi un énorme philanthrope. C'est quelqu'un qui donne énormément d'argent à différentes causes. En fait, la fondation Bill et Melinda Gates
est probablement l'une des fondations qui donne le plus d'argent sur la planète. Et donc, ils sont extrêmement présents un peu partout. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a la série sur Netflix qui s'appelle Dans le cerveau de Bill Gates. Je vous invite à aller à regarder cette série-là, qui est une série de 3 épisodes d'environ 1 heure, qui vous permettent de comprendre un peu qui est Bill Gates, d'où il vient, ses origines, son passage chez Microsoft, mais surtout, qu'est-ce qu'a fait sa fondation Bill et Melinda Gates, comment que ça fonctionne, comment ils peuvent aider le monde. Donc, dans des situations comme on le vit actuellement, d'avoir un homme aussi impliqué, puis aussi euh, avec autant de ressources que Bill Gates, c'est quand même rassurant de voir que des fois, on en a du monde comme ça qui sont allumés, puis qui aident, puis qui sont là justement pour donner un coup de main à l'humanité. Et Bill Gates, ben, c'en est un. Fait que je vous invite à aller regarder ça dans le cerveau de Bill Gates sur Netflix. Fait que c'est la fin de ma première vidéo YouTube. J'espère que vous avez apprécié. Je vais continuer à en mettre quelques-unes, comme j'ai dit, 2 à 3 par semaine. Je vais continuer à faire des actualités. Je vais essayer d'en trouver dans des niches un peu ailleurs. Essayer de dégayer vos journées avec tout ça. Puis j'ai hâte de lire vos commentaires, d'avoir votre feedback sur tout ça. Et puis au plaisir de vous reparler et d'avoir de vos nouvelles. Puis j'ai bien hâte aussi de vous revoir en vrai éventuellement parce que j'espère bien que ça va arriver d'ici le mois de mai ou le mois de juin. Donc sur ce, passez une bonne fin de journée, soyez prudents, puis à bientôt. Ciao!